Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Chers maîtres, honorables assistants, l'équipe de pneumologie de Befela-Tanan a l'honneur de vous présenter le résultat d'une étude réalisée dans le service qui est les facteurs de retard diagnostique de la tuberculose pulmonaire vue à l'USFR de pneumologie Befela-Tanan. Pour ce faire, nous allons suivre un plan classique, c'est-à-dire introduction, matériel et méthode, résultats, discussion, et nous terminons par une conclusion. La tuberculose reste encore un problème de santé publique majeur dans le monde, surtout dans les pays en voie de développement. Et dans notre pays, on trouve encore des formes graves de la tuberculose avec des séquelles importantes dues au retard diagnostique. Mais le problème du retard diagnostique n'est pas seulement que les séquelles, mais le retard diagnostique de la tuberculose participe à la diffusion de l'épidémie, parce qu'un patient qui est bien plus contagieux va infecter 10 à 20 personnes par an, et ainsi de suite. Donc, pour être efficace dans la lutte contre la tuberculose, un programme doit être capable de diagnostiquer précocement une tuberculose pulmonaire afin de casser cette transmission et de traiter précocement les patients afin de limiter les séquelles importantes de la tuberculose. Donc, l'objectif de notre étude était de rechercher les principaux facteurs concourant au retard diagnostique de la tuberculose et puis secondairement d'évaluer le délai diagnostique de la tuberculose vu dans notre service. Donc, il s'agit d'une étude prospective, descriptive et analytique qui a été réalisée dans les services de pneumologie de Befela-Tanan, centre hospitalier universitaire d'Antananarivo, pendant les périodes du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015, c'est-à-dire une période de 7 mois, et nous avons inclus tous les patients hospitalisés dans les services pendant la période d'étude et présentant un diagnostic de tuberculose pulmonaire à bacilloscopie positive ou une tuberculose pulmonaire à bacilloscopie négative. Nous avons exclu les patients qui n'ont pas la possibilité d'exprimer, par exemple, la présence d'un trouble de la conscience ou les patients qui refusent de participer à l'étude. Donc, avant la réalisation de l'étude, nous avons fait une revue bibliographique et nous avons rédigé un questionnaire que nous posons aux patients dès que le diagnostic d'une tuberculose pulmonaire est posé. Donc, selon la littérature que nous avons trouvée, nous avons établi les paramètres suivants. Nous avons établi le délai patient qui se situe entre l'apparition des premiers signes de la tuberculose et la première consultation, puis il y a le délai système de soins qui, le délai s'écoulant entre la première consultation et le diagnostic de la tuberculose, puis le délai total qui est la somme de deux délais, c'est-à-dire entre l'apparition des premiers signes et le diagnostic de la tuberculose. Et nous avons défini, comme dans la littérature, que le délai patient était long s'il est plus de 30 jours et le délai système de soins est long s'il est plus de 30 jours et le délai total est long s'il est plus de 60 jours. Nous avons considéré que les patients connaissaient les symptômes de la tuberculose lorsqu'ils répondent par le mot tout chronique, et nous avons considéré que les patients connaissent le mode de contamination de la tuberculose lorsqu'ils répondent par la toux. Nous avons demandé aux patients d'estimer approximativement le nombre de semaines ou les jours écoulés entre le début des symptômes et le recours aux soins médicaux. Et puis les données ont été ensuite saisies sur le logiciel Excel, puis analysées sur EpiInfo 7, et nous avons fait le test Key2 ou Fisher pour la comparaison des données et le test de régression pour obtenir l'odds ratio, et nous avons pris comme seuil de significativité P inférieur à 0,5. Au cours de notre étude, nous avons trouvé 75 patients présentant une tuberculose pulmonaire
dont 66 patients répondant aux critères d'inclusion et 9 patients étaient exclus parce que soit les patients présentaient un trouble de la conscience ou présentaient une tuberculose très grave et n'arrivent pas à exprimer, puis certains patients étaient décédés. Donc, concernant les résultats de notre étude, les délais moyens de diagnostic étaient pour les délais patients de 26,30 jours et pour les délais système de soins, 69,56 jours, donnant un délai total de 96,45 jours. 18,19% des patients consultaient en premier lieu un médecin généraliste public et 34% des patients consultaient un médecin généraliste privé et seulement 12,12% consultaient un guérisseur et 10,60% un médecin spécialiste. Concernant les croyances sur la tuberculose, 34% des patients pensent que parler de les patients atteints de la tuberculose, être atteints de la tuberculose est honteux, et dans 6,06%, les patients pensent que c'est tabou, et 4,54%, les patients pensent que c'est héréditaire, 3,03% des patients pensent que ce sont des maladies des pauvres. 30,30% des patients ne connaissaient pas du tout la gratuité de traitement de la tuberculose et 21% des patients ne connaissent pas que l'exploration de la tuberculose, notamment le Krasabag, est gratuit et seulement 28% de la tuberculose connaît les signes de la tuberculose et 18% des patients connaissent le mode de transmission. Donc, les facteurs influençant le retard diagnostique de la tuberculose pour le délai patient étaient l'habitat du patient qui allongeait le délai diagnostique avec un autre ratio de 5,2 et la connaissance des patients des signes de la tuberculose et le mode de contamination de la tuberculose était un facteur raccourcissant le délai diagnostique de la tuberculose avec un autre ratio à 0,1 et à 0,2. Les facteurs influençant les délais systèmes de soins étaient la connaissance des patients des gratuités de traitement, l'asthénie, l'hémoptysie qui paradoxalement allongeait le délai système de soins, le dyspnée, le syndrome infiltratif radio du thorax et le syndrome alvéolaire raccourcissaient le délai diagnostique. Concernant les facteurs influençant le retard diagnostique de la tuberculose sur le délai total, donc la présence de tabagisme, la présence d'asthénie, anorexie et l'expectoration allongeaient le délai diagnostique et la présence d'hémoptysie raccourcissait le délai diagnostique. Que peut-on discuter? Donc, concernant le délai patient qui était de 26 jours, notre délai était plus court que plus lent que celle retrouvée en Inde et plus court que celle retrouvée en Tanzanie et en Éthiopie. Mais pour les délais système de soins, notre délai diagnostique était très très lent. Et dans la littérature, il n'y a pas de consensus sur le délai diagnostique acceptable de la tuberculose, mais certaines études pensent que le délai patient ne doit pas dépasser 3 semaines et que le délai total ne doit pas dépasser 3 à 4 semaines. Mais notre étude a largement dépassé ce limite, donc une action doit être faite pour diminuer ce retard, diminuer ce délai diagnostique. Pendant notre étude, l'habitat des patients était un facteur déterminant du délai patient, ce qui a été aussi retrouvé dans plusieurs études réalisées dans le monde, notamment en Chine, en Tanzanie et en Inde. La région évoquée était la précarité plus grande des populations rurales, la difficulté d'accès aux centres de soins parce que ces patients sont obligés de parcourir plus de 10 km pour aller dans un système de soins pour se faire diagnostiquer. Puis il y a aussi la couverture géographique sanitaire qui était insuffisante dans les zones rurales et une faible connaissance
de la tuberculose. L'antécédent de tabagisme allongeait aussi le délai diagnostique, retrouvé aussi dans les autres études, surtout en Ukraine et en Chine. Ces littératures ont trouvé que les patients qui fument ont un risque de retard diagnostique plus important que les patients qui ne fument pas, et l'importance de ce risque augmente en fonction du nombre de tiges consommées. La raison était que les signes de la tuberculose étaient confondus avec les manifestations causées par le tabagisme, c'est-à-dire le bronchite chronique. Les patients et même les médecins pensent que la toux chronique est en liaison avec le tabagisme, et ils vont attendre que ces symptômes s'aggravent pour venir consulter les médecins ou pour penser à la tuberculose. La connaissance des signes de la tuberculose et le mode de contamination de la tuberculose par le patient raccourcissait le délai de première consultation avec un autre ratio de 0,1 à 0,2 dans notre étude. En effet, la méconnaissance des symptômes constitue un facteur d'allongement du délai patient qui était retrouvé aussi dans la littérature, parce que si les patients connaissent les signes de la tuberculose, ils vont consulter précocement. Concernant les signes cliniques, donc l'hémoptysie raccourcissait les délais patients dans notre étude, mais paradoxalement, ça allongeait le délai diagnostique du système de soins, et les autres signes non spécifiques de la tuberculose, tels que la dyspnée et l'expectoration, allongeaient le délai diagnostique. Une autre étude réalisée dans les autres pays, notamment en Thaïlande, en Chine, a retrouvé aussi que la présence d'hémoptysie réduit le délai patient, parce que les patients ont peur de voir les sons, donc lorsqu'ils voient l'hémoptysie, ils vont consulter. Les signes spécifiques de la tuberculose, tels que les asthénies, l'amaigrissement, les sueurs nocturnes, sont des signes non spécifiques qui peuvent être confondus avec d'autres pathologies et met beaucoup plus de temps pour devenir important, et ce qui favorise le retard diagnostique de la tuberculose. Dans notre étude, la présence d'un syndrome infiltratif ou un syndrome alvéolaire raccourcissait le délai diagnostique. Nous n'avons pas trouvé dans l'étude, dans la littérature, une étude qui montre une relation entre les signes radiologiques et le délai diagnostique, mais nous pensons que les médecins, lorsqu'ils voient des images anormales à la radiographie de thorax, surtout dans un pays où il y a encore une épidémie de la tuberculose, ils vont penser tout de suite à la tuberculose, donc ils vont faire les explorations nécessaires, donc ce qui raccourcissait le délai diagnostique. Donc, qu'est-ce que nous suggérons pour réduire ce délai diagnostique? Donc, pour réduire le délai patient, donc il faut éduquer le patient concernant les signes de la tuberculose, le mode de contamination, en faisant des éducations sanitaires par exemple, pendant les journées mondiales de la tuberculose ou sur les émissions télé. Et pour réduire le délai système de soins, donc, il faut améliorer les outils diagnostiques de la tuberculose pour des techniques permettant un diagnostic rapide, améliorer aussi la connaissance des médecins sur les manifestations cliniques par des FMC ou par des revues sur la tuberculose. Et puis, il faut une coopération entre les médecins pour éviter que les patients passent d'un médecin à l'autre et pour éviter le retard diagnostique. Donc, une brève conclusion. La connaissance de ces facteurs de retard diagnostique de la tuberculose permet de pallier au retard de diagnostic et de limiter la transmission de cette pathologie et de limiter les séquelles importantes. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention.
remercions de cette intervention et je demande donc aux 4 intervenants de tout à l'heure de venir ici sur la table pour répondre aux questions. Alors, le docteur Tanguy, oui, on vous écoute. Oui, sur la tuberculose multirésistante. J'aimerais poser une question sur les modalités d'hospitalisation de ces malades à partir du moment où on diagnostique une tuberculose multirésistante. Alors nous, bien sûr, on avait des chambres à pression négative pour éviter la contamination du personnel ou d'autres malades. Une deuxième question aussi, est-ce que vous utilisez la chirurgie, dans les formes limitées, la chirurgie thoracique, le recours à la chirurgie thoracique? Merci pour les questions. Concernant les modalités d'hospitalisation des patients diagnostiqués de tuberculose multirésistante, en fait, dès le diagnostic, on fait le bilan préthérapeutique tout d'abord, afin d'éviter de chercher les autres contre-indications du traitement, tout en hospitalisant le patient au moins pendant les 6 premiers mois de traitement, c'est-à-dire pendant la phase intensive. Ils sont en fait isolés. Il y a même comme dans notre cas au CHU d'Antananarivo, il y a un petit coin. C'est pas donc associé avec les chambres d'hospitalisation des autres patients. Il y a un petit coin réservé pour les tubercules multirésistants et nous disposons actuellement jusqu'ici 2 chambres. Concernant la chambre à pression négative, nous ne le disposons pas encore, mais 2 chambres avec une bonne aération et 2 lits dotés de 2 lits par chambre. Et les patients, pour la prévention, il y a le port de masque chirurgical, surtout pour les patients, mais le masque type FFP2 pour la famille et pour les personnels de santé et les autres patients qui sont en contact avec ces patients. Et concernant la place de la chirurgie, oui, la chirurgie a une grande place et ça constitue en fait un traitement adjuvant de la tuberculose multirésistante, mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est très limité du fait des lésions très étendues. Donc on ne peut pas faire la chirurgie parce qu'il y a des lésions presque bilatérales dans dans tous les cas. Et c'est pourquoi qu'ils n'ont pas bénéficié de la chirurgie. Donc c'est seulement, ça réside surtout sur le critère, c'est le premier critère d'opérabilité du patient. Oui, Pierre Lair, je veux réintervenir sur ce thème-là aussi, répondre un peu au docteur Tanguy. C'est sûr que les chambres à pression négative, en fait, dans la plupart des pays où il y a beaucoup de tuberculose multirésistante, malheureusement, on n'en a pas. Donc, ce que l'OMS recommande, c'est portes fermées, les masques, comme l'a dit le docteur Akoto-André, et une pièce bien aérée. Je pense que Madagascar a beaucoup de chance dans ce domaine-là parce qu'il n'y a pas tellement de tuberculose multirésistante par rapport aux autres pays africains. Et Madagascar, contrairement à beaucoup d'autres pays aussi, connaît ces résistances depuis très longtemps parce que le laboratoire de référence du programme se trouve à l'Institut Pasteur. Et donc ça pourrait être un laboratoire supranational de référence. Et je pense que le Dr Vanji de l'Institut Pasteur nous en parlera vendredi. Donc ça c'est une grande chance. On peut avoir l'antibiogramme et donc le traitement est probabiliste bien sûr au départ pour la tuberculose multirésistante, mais ensuite on peut l'adapter en fonction des résultats du laboratoire. Alors vous avez adopté le traitement de 18 mois de l'OMS. Quand j'étais au Gabon, on a trouvé la tuberculose multirésistante. C'est ce que j'ai fait aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout de 2 mois, les malades étaient microscopie négative et qu'à 3 mois ou 4 mois, souvent, ils étaient culture négative. Mais bon, comme l'OMS disait, on continuait 18 mois. Et donc maintenant, l'OMS recommande 24 mois. Je pense que les gens qui recommandent ça, ils n'ont pas trop conscience des réalités du terrain. Et actuellement, vous avez cité l'étude du Bangladesh, mais il faut savoir qu'en Afrique francophone, sous l'impulsion de l'Union, du docteur Arnaud Trébuc, et du professeur Kouaban au Cameroun, il y a d'abord une étude de 12 mois au Cameroun, et puis maintenant il y a une étude multicentrique de plusieurs pays francophones d'Afrique de l'Ouest qui fait un traitement de 9 mois. Les résultats ont été présentés à Cape Town au dernier congrès mondial de l'Union.
Et donc ils ont 82% de guérison également. C'est bien plus que ce qu'on voit avec le traitement de l'OMS de 24 mois. Donc je crois que vous avez pris ce traitement-là, c'est très bien, mais il faut savoir qu'on peut... C'est pas tellement la durée qui compte, c'est si les médicaments sont efficaces, les gens sont guéris. En 9 mois, ils sont guéris. Et c'est pas, si les traitements ne sont pas efficaces, c'est pas en continuant un traitement inefficace qu'on va améliorer les choses. Hein, et donc, je crois que c'est bien votre approche de la tuberculose multirésistante à Madagascar, moi, me paraît intéressante, quoi. Et, par contre, si on veut diminuer tous ces cas-là, ben, c'est sûr qu'il faut diminuer les délais de diagnostic de mise en traitement des tuberculeux. Et vous avez cité les cas dans lesquels on soupçonne la tuberculose multirésistante, c'est ce que l'OMS recommande, mais en fait, avant, c'était après l'échec du traitement catégorie 2, c'est-à-dire on commençait à se dire est-ce que c'est résistant au bout de 16 mois de traitement. Donc ça, c'est pas possible, parce qu'ils ont disséminé. Et actuellement, quelqu'un qui a 5 mois du traitement bien conduit est positif, il doit bénéficier d'un test rapide moléculaire, type GenExpert ou type Hein. Et donc, s'il est multirésistant, ben, il faut d'emblée l'isoler et le mettre en traitement, quoi. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre travail et pour vos résultats concernant cette lutte contre la tuberculose multirésistante. Et j'aurais 2 très courtes questions d'ordre pratique. Déjà, la première question, qui est-ce qui c'est la personne qui est désignée de surveiller le traitement après que le patient sort de l'hôpital? Parce que c'est connu que c'est difficile, la surveillance de ce traitement qui est longue. Et puis deuxièmement, quel est le délai en moyenne auquel vous avez déclaré le patient comme guéri, en moyenne? Merci. Merci pour les questions. En fait, le patient dès le diagnostic, il est référé vers un centre, quel que soit son domicile, il est référé vers l'un des 3 centres de référence et de prise en charge. Là-bas, il va être isolé pendant les 6 mois, et à condition qu'il y ait la négativation des 3 cultures pendant ces premiers mois. Mais après la sortie, c'est le centre de référence même, donc les personnels de santé, les médecins, qui vont le suivre. Sinon, s'il veut être transféré vers un autre centre, là, il doit bénéficier d'une lettre de référence, et c'est le centre référent qui va le suivre jusqu'à la fin du traitement, avec l'envoi des cultures tous les 2 mois pendant la deuxième phase. Et pour les critères de guérison, il faut qu'il y ait 3 cultures négatives pendant les 5 dernières cultures, mais ça dépend du contexte. On peut en faire la surveillance même après la fin du traitement. Je ne sais pas, actuellement, l'OMS recommande jusqu'au 24e mois du traitement pour pouvoir faire la déclaration de guérison. Et ce qui nous pose actuellement un problème, parce que il y a toujours un retard des résultats des cultures venant de l'Institut Pasteur. Merci. Oui, une question concernant les tuberculoses tout venant. Quelle est actuellement les méthodes à Madagascar, la surveillance de ces patients? Et quel est le taux de rechute? Et combien de perdus de vue? Est-ce qu'on a des chiffres de perdus de vue de patients qui ont démarré un traitement? Parce que c'est dans ces patients qu'on va avoir peut-être des multirésistances. Et également concernant le protocole de surveillance des patients mis en traitement pour tuberculose. Pour le cas de tuberculose congénitale, je voulais savoir si vous avez une culture positive et un antiviral. Est-ce que ça ne pourrait pas expliquer l'évolution défavorable de ce cas? Parlez un peu plus fort parce qu'on n'a pas entendu la question, s'il vous plaît. Ou bien approchez-vous du micro. Pour le cas de tuberculose congénitale, je voulais savoir si vous avez eu une culture positive et un antiviral. Est-ce que ça ne pourrait pas expliquer l'évolution défavorable de ce nouveau-né? Je concerne les 2.
de vue, à ma il y a un taux moins de 7%. Et pour le taux de rechute aussi, c'est à peu près moins de 4%. Et pour le mode de suivi, pour les tuberculoses à microscopie positive, on fait le contrôle des crachats pour les nouveaux cas, c'est au 2e mois, au 4e mois et au 6e mois. Mais pour les cas de retraitement, c'est au 3e mois, au 5e mois et au 8e mois. Par contre, pour les tuberculoses extrapulmonaires, ça dépend des localisations, imagerie surtout. Excusez-moi, une question. Merci pour la question. Concernant la cause du décès d'IPP, nous pensons que c'est dû à la cytolyse hépatique. Et concernant la culture, on n'a pas fait la culture et antibiogramme. Donc, je ne sais pas, nous pensons à une cytolyse hépatique grave. Une question par rapport au suivi des patients. Est-ce que vous avez eu des cas de greffe aspergillaire, surtout la tuberculose cavitaire? Est-ce qu'il y a eu des cas de greffe aspergillaire, aspergillus? Écoutez, c'est moi qui vais répondre. La greffe aspergillaire se voit quand on a commencé à mettre sous traitement avec la rifampicine. Parce que les cavités vont être détergées très vite, et c'est là que pousse l'aspergillus. Mais nous avions un traitement plus long, ce qui fait qu'on n'a pas tellement de cas d'aspergillose. On n'a même pas, en un an, peut-être même pas un cas d'aspergillose. Docteur Bertin? Pourquoi êtes-vous obligé de demander un consentement éclairé aux familles pour votre étude? Et la deuxième petite question, comment expliquez-vous la différence concernant la rhinite allergique entre la Réunion et Majinga? La première question? Pourquoi êtes-vous obligé de demander un consentement? Nous avons demandé seulement un consentement verbal. Lorsqu'on a expliqué, après nous avons demandé aux parents d'élèves est-ce qu'ils acceptent ou non, hein, pour ne pas avoir des problèmes et pour essayer aussi d'expliquer parce qu'il y a un problème de compréhension de la part des parents surtout, et dès qu'on les fait remplir quelque chose, il y a toujours la peur derrière ça. Et pour expliquer la rhinite allergique de Majinga et de la Réunion, peut-être à cause des problèmes d'acariens ou de moisissures, et même à Tananarive et entre les autres villes en haut plateau et à Majinga, il y a pour les asthmatiques ceux qui font des crises d'asthme graves en Tananarive ou dans les hauts plateaux. Lorsqu'ils iront à Majinga, il y a une amélioration de l'asthme. Oui, je rajoutais que Majinga, c'est un climat chaud et sec, contrairement au plateau. Oui, docteur Azaf Nlambou. Je souhaiterais plutôt faire une remarque par rapport à l'asthme, notamment en ce qui concerne les antécédents familiaux dans l'étude. Je pense qu'il faut qu'on soit assez prudent là-dessus sur l'incidence de ces antécédents familiaux, dans la mesure où je pense que c'est souvent sous-estimé. Pourquoi? Au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que souvent, ce diagnostic n'est pas posé parce que
la plupart d'entre nous, et surtout dans la population générale, le diagnostic d'asthme se pose sur les signes cliniques d'une crise d'asthme. Et j'ai l'habitude de dire qu'une crise d'asthme typique, on n'a pas besoin de faire 10 ans de médecine pour reconnaître ce tableau-là. Or, à côté, on a, et on en a parlé tout à l'heure, les équivalents d'asthme, qui sont aussi importants. Qu'effectivement, quand quelqu'un, dans sa forme d'équivalence d'asthme, se présente sous forme de dyspnée à l'effort, si vous lui demandez s'il est asthmatique, c'est normal. Hein. S'il s'essouffle à l'effort, il arrête de courir, c'est tout. Et il ne va pas penser qu'il est asthmatique. Donc, si on leur pose la question, est-ce que vous êtes asthmatique? Est-ce qu'il y en a dans la famille? Bien sûr, ils vont dire qu'il n'y en a pas. Deuxième forme, on a parlé tout à l'heure des toux sèches, c'est pareil, pour si peu qu'il soit fumeur, il va dire qu'il n'est pas asthmatique, qu'il tousse, mais c'est son tabac qui le fait tousser. C'est un peu différent un petit peu, c'est normal, oui, et puis c'est un peu différent pour les formes de bronchiolite, de rhinobronchite à répétition dans l'enfance, et c'est pas rare où nos collègues, les médecins, vont traiter ça comme des bronchites banales avec antibiotiques, etc., avec un retard de diagnostic. Donc, c'est déjà un premier souci, c'est-à-dire que peut-être que si on est plus précis, dans ces antécédents familiaux, on va trouver des pourcentages beaucoup plus importants. Deuxième aspect du problème, et on le sait, l'asthme, donc c'est une maladie chronique, dont l'évolution est imprévisible. Donc, on sait que ce tableau de présentation, que ce soit une crise d'asthme typique, que tout le monde peut reconnaître, que ce soit sous forme d'équivalent d'asthme, l'âge, le moment de l'apparition de premiers signes varie. Il y a des gens, presque à la naissance, ils vont faire un tableau d'asthme. D'autres, c'est à 70 ans, on en a parlé ce matin, l'asthme tardif, notamment intrinsèque. D'autres, ça apparaît tôt, puis ça s'arrête, et puis ils se mettent en rémission complète jusqu'à leur mort. D'autres, plusieurs années après, ça revient de nouveau. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en a parlé tout à l'heure, et le professeur Ronge l'a dit, le suivi est fondamental dans une pathologie chronique comme l'asthme. Donc effectivement, une personne qui n'a jamais présenté soit une crise d'asthme typique ou un équivalent, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'est pas asthmatique. Peut-être c'est à 60 ans qu'il va présenter le premier signe. Donc ce sont des facteurs qui vont nous amener à être prudents par rapport à l'incidence des antécédents familiaux. Sinon, de toute manière, quand la personne, on a parlé de contrôle de l'asthme, c'est vrai que c'est sur les deux critères, à la fois, bien sûr, cliniques, sur les signes, l'absence ou peu de gènes au quotidien, puis le deuxième critère qui est fonctionnel respiratoire sur l'absence d'obstruction bronchique. Mais il faut savoir qu'effectivement, quand une personne ne ressent plus de gènes respiratoires, il va garder sa ventoline. On est dans l'asthme, on peut supposer intermittent, il va avoir sa ventoline. Et le souci, c'est que si une personne se met en rémission, et c'est vrai que j'aime pas du tout parler de guérison dans l'asthme, dans la mesure où il y a le facteur génétique et l'environnement autour, une personne qui se retrouve en rémission depuis des années, qu'il ne consulte pas un médecin, à la rigueur, s'il n'est pas gêné, c'est pas gênant, c'est pas embêtant. Mais au moins, dans l'éducation thérapeutique, on sait tous que quand on a un terrain d'asthme, il y a une activité, une seule qui est formellement contre-indiquée, qui est la plongée sous-marine en profondeur. Donc, le fait de dire à la personne, attention, vous avez le terrain d'asthme, au moins éviter de faire cette activité-là, parce que s'il veut un jour aller au bord de la mer, il y a un baptême de plongée, on sait que les moniteurs vont poser qu'une seule question, est-ce que parmi vous il y a des asthmatiques? Si la personne de bonne foi, c'est parce que ça fait 20 ans qu'il n'a pas pris de ventoline, pense qu'il est guéri, il risque de dire que je ne le suis pas. Et s'il se déclenche sa crise sous l'eau, c'est fini. Donc c'était plutôt une remarque. Merci de cette remarque. On va prendre la dernière question. Parce qu'il y a les laboratoires qui vont intervenir maintenant. Merci. En fait, en tant que chirurgien au centre hospitalier universitaire d'Avignon-Neval, notre activité en chirurgie thoracique interinfectieuse. Et en moyenne, nous faisons 6 ou 7 traitements chirurgicaux de tuberculose multirésistante. Et concernant l'aspergillome, je n'ai pas la statistique exacte, mais on en fait pas mal. Voilà, merci. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cette série. On vous remercie.